Eh bien, aujourd'hui, je vous invite à voir une battle de la monnaie. Nous avons d'un côté la monnaie physique qu'on a en poche, les euros, les dollars, les dirhams, les cedis ou encore les francs CFA, objet de cette vidéo. Et de l'autre côté, la monnaie numérique décentralisée, la crypto-monnaie, qui fait tant jaser mais dont pas suffisamment de personnes ne cernent les vrais enjeux qu'elle représente, surtout pour nous, les prisonniers de la zone franc des colonies françaises d'Afrique. Je vais essayer de parler le plus simplement possible, car très souvent, quand il s'agit de crypto-monnaie, les gens bloquent tout de suite en disant « Oh là 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 là, ça ne vaut même pas la peine de commencer, moi je ne comprends rien à tout ça ». Au contraire, c'est indispensable d'en parler et je vais vous expliquer pourquoi. Que le match commence. Quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, j'envoyais de l'argent à mon fils en Angleterre à travers des virements MoneyGram parce qu'il y avait un bureau juste à côté de son lycée. Je ne l'envoyais pas par virement bancaire parce que depuis la Côte d'Ivoire, si tu veux envoyer de l'argent hors de la zone UEMOA, tu ne dois pas et tu ne peux pas dépasser 500 000 francs CFA par jour. Donc si tu dois envoyer 1,3 million par exemple, tu es obligé d'échelonner ça sur 3 jours avec les frais exorbitants qui vont avec. Je n'ai jamais eu de problème lors de l'envoi par MoneyGram, mais depuis que j'ai été expulsée vers la Suisse, chaque fois que j'essaye d'envoyer de l'argent à mes proches en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, j'ai des problèmes. Les transactions Western Union sont mises en suspens. Je dois rappeler le service sécurité pour répondre à des milliers de questions indiscrètes. Est-ce que je connais la personne à qui j'envoie? Pourquoi la personne a besoin de cet argent? Quel est le motif de l'envoi? Qui est la personne? Une fois, on m'a même demandé si j'étais sûre que ma mère n'était pas une arnaqueuse. Et parfois même, Western Union, unilatéralement, décide de ne pas procéder à la transaction et de l'annuler. Toi-même, ton propre argent que tu as travaillé pour gagner là, tu ne peux pas en disposer comme tu veux parce que dans le système bancaire classique, c'est le banquier qui est le maître de ton argent. Et que ce soit Western Union, que ce soit la banque XYZ, que ce soit la banque centrale, c'est eux qui sont les patrons de l'argent que toi, tu as gagné à la sueur de ton front. Et puis quand tu t'étonnes de ces questionnements, de ce flicage, on t'explique que c'est à cause des brouteurs et du blanchiment. C'est pénible. Et puis soyons francs, le plafonnement de nos cartes bancaires, dont la levée est aussi sujette à la décision du banquier, équivaut à une autre castration monétaire. Ailleurs, les gens ont des cartes de crédit, c'est-à-dire que s'ils ont de l'argent en banque, on leur donne une carte qui leur permet d'acheter ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent, tant qu'ils ont de l'argent sur leur compte ou qu'ils sont dans la limite du crédit qui leur a été accordé. Nous, en Afrique francophone, on ne nous donne pas de carte de crédit. Souvent, ce qu'on nous présente comme des cartes de crédit, ce sont en fait des cartes de débit. C'est-à-dire qu'on vous donne une carte Visa qu'on a plafonnée à un montant de 2,5 millions et puis tu ne peux pas dépenser plus de 5 millions par mois avec. Si tu veux acheter quelque chose qui vaut plus de 2,5 millions, tu ne peux pas, même si tu as des centaines de millions dans ton compte en banque. J'ai un ami qui est allé à Dubaï l'autre jour. Une opportunité d'affaires s'est présentée, il devait payer 5,5 millions. Il était serein car il avait 30 millions sur son compte en banque. Il veut régler avec sa carte. C'est là qu'il se rend compte des limites qui lui sont imposées. Genre, il doit d'abord aller négocier avec son banquier pour voir s'il est d'accord de le laisser dépenser son propre argent qui dort dans leur banque. Et pendant qu'on te bloque comme ça, les ressortissants des autres pays saisissent la balle au bond et prennent leur part dans le business mondial duquel nous sommes de facto exclus ou bien où nos interactions sont limitées. Les crypto-monnaies ont été créées pour tous ceux qui, comme moi, comme mon pote, comme plein de gens, en ont marre d'être frustrés par la dictature intrusive des banques et de se faire traiter comme des bandits ou des mendiants quand ils veulent dépenser leur propre argent durement gagné. Alors certes, l'État doit mettre en place des systèmes pour prévenir ou réduire la délinquance financière. Et si vous avez des preuves, alors bloquez les comptes de ces délinquants. Mais si vous n'avez pas la preuve, vous ne pouvez pas pourrir la vie de millions de gens parce que vous voulez bloquer 2 ou 3 ou 4 personnes que vous connaissez d'ailleurs très bien. Laissez les gens travailler, laissez les gens vivre. Dans les pays qui fonctionnent bien, le rôle de l'État est de s'assurer que le citoyen est libre. Mais au lieu de ça, de plus en plus, il se transforme en machine à oppresser, à surveiller, à pourrir la vie des gens. Les créateurs de crypto-monnaies ont identifié ce besoin de liberté, de flexibilité, de souveraineté, de réactivité des utilisateurs et ont apporté la solution. Donc, que les États nous excusent, mais c'est dans la crypto-monnaie décentralisée que nous, là, on va aller se chercher.
Je ne vais pas vous refaire tout un cours sur notre monnaie parce que je pense qu'il y a suffisamment de vidéos et de documents qui explicitent le franc CFA. Je vais vous lier là une ou deux vidéos du professeur Mamadou Koulibaly, qui est l'autorité mondiale sur la question. Et je vais aussi vous mettre en commentaire les liens de deux bouquins que je vous recommande pour approfondir vos connaissances. L'arme invisible de la France-Afrique de Fanny Pigeot et Ndongo Samba Sylla, que je salue amicalement, et La souveraineté monétaire des pays africains de Mamadou Koulibaly, facile à lire et hyper instructif comme toujours. Ce qu'on doit retenir du mécanisme du franc CFA, c'est que c'est une monnaie coloniale, gérée par Paris et imprimée en France à chamalières, arrimée à l'euro et donc trop forte pour nos économies et qui ne permet pas l'industrialisation des pays qui l'utilisent. En deux mots, c'est un chiffon et un boulet. Quand on analyse la situation économique d'un pays, on regarde la balance des paiements. C'est un document comptable qui recense tous les flux monétaires, financiers et réels des entreprises, des banques et des administrations publiques d'un pays avec l'extérieur. Établie par la Banque centrale, elle est composée de la balance commerciale qui retrace toutes les importations et les exportations de biens et la balance des invisibles qui englobe des biens, l'ensemble des échanges de biens immatériels avec l'extérieur. Donc il y a le tourisme, les assurances, les transferts de fonds, les échanges de services, les revenus du travail, les revenus financiers, les dons publics et privés, etc. Donc, pour l'instant, la plupart de nos balances de paiement sont déficitaires, surtout en zone BEAC. À l'arrivée, on puise donc dans nos comptes en devises. Une devise, c'est une monnaie étrangère. Quand on exporte des produits, on nous paye en devises. Celui qui va exporter son cacao ou son EVA, on ne le paye pas en francs CFA, mais en euros, en dollars ou en yuan ou n'importe quoi, bref, en devises. Et comme nous sommes les colonies de la France, le Trésor public français retient 50% de nos devises et nos banques centrales prennent les 50% restants. Ça, c'est quand on exporte. Quand on importe, on puise dans ces 50% restants pour aller acheter à l'extérieur. Et parce que notre front anti-CFA les a fait trembler, Macron et Ouattara ont blagué leur monde en annonçant en décembre 2019 la fin de la centralisation des réserves de change auprès du Trésor public français. Ça veut dire qu'en théorie, les 50% qui sont kidnappés par la France peuvent être placés par nos dirigeants dans d'autres banques à des taux plus intéressants que ceux fournis par le Trésor public français. Mais factuellement, depuis 1 an et demi que l'annonce a été faite, rien n'a changé. De toute façon, le changement annoncé ne concernait que la zone Afrique de l'Ouest, pas l'Afrique centrale. Structurellement, nos économies ne sont donc pas positionnées pour nous conduire vers le développement. Qu'est-ce que la crypto-monnaie peut amener comme solution à ce problème structurel de déficit de nos balances de paiement? Je vais vous donner un exemple. Swalio vit en Allemagne. Son amie Marianne, qui se trouve à Douala, veut lui envoyer de l'argent. Si elle lui fait un virement bancaire par la BICEC ou la SGBC ou Western Union, la banque doit d'abord aller racheter des euros ou bien puiser dans le compte d'opération du Cameroun pour qu'on puisse envoyer les euros que Swalio va recevoir à Berlin. Ça, c'est juste le cas d'une personne. Maintenant, prenez le cas de millions de personnes qui font ce genre de transactions ou qui importent de la marchandise dans la zone CFA. Vous comprendrez alors pourquoi cela creuse notre endettement, sachant que notre compte en devise est nettement moins fourni qu'il n'est sollicité. Le compte en devise est petit et la demande est grande, puisque dans nos pays là, on n'exporte pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on fabrique de bon pour exporter à part nos billes de bois, notre café, notre cacao et puis notre EVA? Par contre, on importe presque tout. Et comme on n'a pas assez de devises, puisque la moitié est kidnappée au Trésor public français, on va s'endetter pour répondre à la demande, mais la dette doit elle aussi être remboursée et aussi en devises. Donc à la fin de la journée, c'est un cercle vicieux. L'endettement augmente et le développement est au point mort puisque l'État n'arrive pas à financer l'économie. Qu'est-ce que la crypto-monnaie peut faire pour changer cette situation? Déjà, les échanges peer-to-peer, d'individu à individu, permettent de ne plus puiser dans le compte en devise. Reprenons Marianne de tout à l'heure. Elle peut envoyer de l'argent de son compte crypto au compte crypto de Swalio, directement, sans passer par la banque. Je ne vais pas entrer dans le détail des procédures back-office de la crypto, car je pense qu'il y a suffisamment d'informations faciles à trouver sur Google ou sur YouTube sur le sujet. Sachez simplement que c'est un système décentralisé, crypté par des algorithmes et sécurisé par un protocole qu'on appelle la blockchain. Alors si un jour Marianne décide d'importer une voiture, dans une transaction classique, ça va nécessiter la sollicitation du compte en devise. Par contre, si elle envoie de la crypto-monnaie, disons par exemple des bitcoins, ça part directement de son compte crypto à celui de Swalio,
sans passer par le compte d'opération. C'est comme ça qu'on appelle aussi le compte en devise de la BEAC pour l'Afrique centrale et de la BCAO pour l'Afrique de l'Ouest. Et Swalio transforme ça en euros et puis il lui achète sa Mercedes qu'il lui envoie par bateau. Et chez certains marchands même, on peut acheter directement sans avoir besoin de convertir en euros ou en dollars. La démultiplication de ce genre de transactions en crypto-monnaie, tout en permettant les échanges, va donc soulager le compte en devise de nos États, puisqu'une partie des importations se fera sans avoir recours à lui, ce qui provoquera moins de tensions pour répondre à la demande. L'autre avantage de la crypto-monnaie, c'est que le franc CFA est une agence de renseignement pour la France. Quand on passe par la crypto-monnaie, la France perd l'accès à un certain nombre d'informations qui lui servent aujourd'hui à asseoir sa domination sur nos États. Prenons un entrepreneur africain qui possède énormément de bitcoin et crypto-monnaies et qui est confronté à la difficulté de les convertir en monnaie fiat pour financer ses gros projets, disons, dans l'immobilier ou le transport. Une monnaie dite fiat est une monnaie décrétée et gérée par un État à travers une banque centrale. Le yen, l'euro, la livre, le dollar, le naira, le CFA, le rand sont des monnaies fiat.